bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Donc je suis Géraldine Ratry, je suis responsable marketing chez QuickMS et je vais laisser Fabrice et Coralie se présenter. Bonjour, alors je prends la parole juste pour vous dire bonjour comme d'habitude et comme d'habitude je laisse la parole à Coralie pour se présenter. Bonjour à toutes et à tous, toujours un grand plaisir de vous retrouver à l'occasion du webinaire mensuel. Alors moi je suis collaboratrice au sein du cabinet Capstan. Je travaille au quotidien avec Fabrice pour accompagner les entreprises par le biais des juristes, des RH, des DRH ou directement les dirigeants pour évoquer toutes les questions qui intéressent le droit du travail dans le cadre de conseils, d'accords d'entreprise, enfin tout un tas de choses qui sont utiles au quotidien pour vous. Au-delà, on intervient bien évidemment lorsqu'il y a des litiges devant toutes les juridictions sociales. Et puis au-delà, on apprécie toujours délivrer des formations puisqu'on on a la certification Calliope. Voilà, donc juste deux mots, mais vraiment deux mots puisque Coralie a tout dit brillamment. Donc Capstan, cabinet de référence au niveau national en droit du travail pour vous répondre donc en conseil, en judiciaire et en formation comme Coralie vient de le dire. J'ajoute juste un point, Capstan c'est 11 implantations en France et c'est un réseau à l'international qui peut nous permettre de vous donner des prestations dans d'autres pays ou si vous faites partie d'un groupe de répondre à des problématiques de droit du travail en France même si le groupe est à l'étranger. On est membre donc d'une alliance qui s'appelle Ius Laboris. Voilà. Merci beaucoup Fabrice et Coralie. Alors juste deux mots sur QuickMS. Donc on est une start-up, on a été créé en 2018 et notre objectif c'est d'aider les RH au quotidien, leur faciliter la vie. Et pour ça on a deux logiciels. Le premier qui est graphique et qui permet d'automatiser la génération de vos rapports légaux type BDESE, bilan social, index, etc. Et le deuxième outil, Crew, qui permet d'automatiser et de digitaliser vos entretiens. Et alors pour la petite histoire, on a des templates d'entretien dans Crew, donc des entretiens professionnels qui ont été revus par Fabrice et Coralie, donc qui sont en conformité légale. Donc notre partenariat est aussi sur ces outils-là. C'est exact, tout à fait. Voilà. Alors juste, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous avez un petit onglet questions en bas à droite juste à côté du chat. Et puis on va commencer. Alors hop, je vais partager la présentation. Vous allez me dire si vous voyez bien la presse. On va voir. C'est parti. On commence. Qui est-ce qui commence, Fabrice, Coralie? C'est moi. C'est moi. C'est moi pour vous parler d'un arrêt, et pour tout dire, on en parlait encore il y a quelques minutes avec Coralie, qui nous paraît extrêmement intéressant. Et pour ceux qui nous suivent et qui suivent les news que nous produisons pour QuickMS, vous retrouverez cet arrêt dans le focus. Je vous invite à aller le lire, même si vous allez, évidemment, j'en doute pas, m'écouter avec attention, parce que cet arrêt me semble extrêmement intéressant pour les pour les stratégies judiciaires dans les contentieux, futurs ou en cours, en matière de convention de forfait en jour. Alors, je m'explique, vous pouvez peut-être lire le sujet concernant l'hypothèse d'une insuffisance de l'accord collectif. Le recours au régime supplétif contractuel est possible sous réserve de respecter toutes les conditions. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous dit la Cour de cassation dans cet arrêt du 10 janvier 2024? Pour rappeler et pour contextualiser un petit peu les choses, je rappelle comment ça fonctionne une convention de forfait en jour, en tout cas dans sa mise en place. La mise en place d'après le Code du travail nécessite un socle conventionnel. Donc que ce soit un accord collectif de branche ou que ce soit un accord collectif d'entreprise, le dispositif d'une convention de forfait en jour doit être prévu, doit être autorisé et organisé par des dispositions conventionnelles qui elles-mêmes doivent répondre aux exigences prévues par le Code du travail dans lesquelles je ne rentre pas parce que ce n'est pas l'objet de l'arrêt précisément. Socle conventionnel donc nécessaire pour que la clause de convention de forfait en jour que vous faites dans un contrat de travail soit valable, soit licite. On a tendance à oublier qu'il y a cependant dans le Code du travail un régime supplétif. C'est-à-dire que le Code du travail prévoit qu'à défaut d'accord collectif fondant une convention de forfait en jour, la loi, le Code du travail, la loi prévoit elle-même une possibilité
de conventions de forfait en jour licites sur le fondement même de la loi. Et c'est vrai que c'est souvent omis. En conseil, on ne peut que vous conseiller de travailler sur le socle conventionnel parce que ça offre une sécurité bien plus grande. Si vous fondez une convention de forfait en jour sur un accord de branche ou un accord d'entreprise, c'est préférable, c'est largement préférable en termes de sécurité juridique. Par contre, cet arrêt vient apporter quelque chose, puisque au plan judiciaire, si vous avez une difficulté avec ce socle conventionnel, vous pouvez trouver une solution. Alors, dans cet arrêt, il s'avère que, c'est ce que nous raconte en tout cas la Cour de cassation, l'accord collectif qui servait de base à la convention de forfait en jour a été considéré par les juges comme insuffisante par rapport aux dispositions légales et notamment par rapport à l'article L31-2164 du Code du travail, qui est l'article qui énumère ce que l'on doit retrouver dans un accord portant convention de forfait en jour. Donc, le socle conventionnel fait défaut. Logiquement, la sanction est la nullité. Alors, il s'avère que dans cet arrêt, la Cour de cassation va donner raison à la Cour d'appel d'avoir constaté la nullité de la convention. Néanmoins, elle le fait après une analyse dans laquelle elle vient rappeler le régime supplétif qui est prévu à l'article 31-21-64. Je vais l'exposer. Et simplement, elle dit, la Cour d'appel a eu raison de constater que l'employeur ne respectait pas le régime supplétif, donc la convention de forfait est nulle. Mais ça veut dire que si l'employeur avait respecté les conditions de régime supplétif, la convention de forfait aurait pu être valable. Alors, ce régime supplétif de l'article L31-21-65 du Code du travail est le suivant, c'est qu'une convention individuelle, donc contractuelle, de forfait en jour peut être valable si, premier point, l'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié. Je m'arrête 2 secondes sur ce bout de phrase qui est dans le Code du travail, qui est vraiment ainsi dans le Code du travail, puisque la Cour de cassation dans cet arrêt rappelle que peu importe finalement que ce document soit établi par l'intéressé, c'est-à-dire le salarié lui-même et directement, dès lors qu'il est sous la responsabilité de l'employeur. Ça signifie qu'on peut très bien imaginer en pratique qu'un document de contrôle soit tenu directement par l'employeur, ça pourra fonctionner. Dès lors, par contre, et ça faisait un problème dans cet arrêt, dans cette espèce, que le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées soient bien mentionnés et sans erreur. En l'occurrence, la Cour de cassation a dit que la Cour d'appel avait eu raison de dire la convention nulle parce que les tableaux qui étaient produits par l'employeur, en fait, étaient erronés et il n'y avait pas la totalité des journées travaillées qui étaient mentionnées. Mais si ça avait été le cas, donc la convention aurait pu être licite. Deuxième point, l'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Et j'enchaîne, troisième point, l'employeur organise 1 fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération. En l'occurrence, l'employeur n'arrivait pas à démontrer qu'il avait fait au moins un entretien annuel avec le salarié pour évoquer ces sujets, donc charge de travail, articulation avec la vie personnelle, notamment rémunération, etc. Mais ça sous-entend aussi que s'il l'avait fait, il aurait pu se prévaloir du régime supplétif. Donc, en défense, dans des dossiers où un salarié vient contester sa convention de forfait en jour et donc dire « vous devez m'appliquer le régime normal du temps de travail et je sollicite des heures supplémentaires », on rentre alors dans le débat de la preuve des heures supplémentaires classiquement, eh bien, en défense, on peut avoir, en suivant le raisonnement de la Cour de cassation de cet arrêt du 10 janvier 2024, la possibilité de dire, certes, je n'ai peut-être pas un fondement conventionnel valable, bien fondé, dans beaucoup de cas, ça peut intervenir parce que la convention collective sur laquelle les clauses ont été fondées a été annulée
par la Cour de cassation. Beaucoup d'accords de branche sur le forfait jour ont été annulés, faisant tomber automatiquement les contrats individuels en la matière. Eh bien, on peut avoir donc une solution de repli en disant « Cependant, je respecte les conditions du régime supplétif, donc ma clause reste valable. » Et donc, toutes les demandes du salarié sont à rejeter. Par contre, attention, ça veut dire en pratique, tenir un document impérativement, alors ce qui devrait être fait quoi qu'il en soit, tenir un document faisant apparaître de manière correcte, j'ajouterai, le nombre et les dates des journées ou demi-journées travaillées, et s'assurer de la charge de travail par le biais concrètement d'au moins un entretien par an avec le salarié qui doit donc traiter de charge de travail, d'organisation de travail, d'articulation avec la vie personnelle et de rémunération. Mais si vous avez donc ces entretiens et un décompte correct des jours travaillés, vous pouvez vous en sortir, même à défaut de socle conventionnel, judiciairement. Cependant, je le répète, le conseil est de se fonder sur un socle conventionnel. C'est quand même le principe de base pour les conventions de forfait et c'est beaucoup plus sécurisant. Mais donc, une solution judiciaire en la matière. Est-ce qu'il y a des questions sur cet arrêt? Il y en a une. Si sur une année sur 5 ans manque, ça ne suffit pas. Est-ce que ça suffit? Alors, si une année 5 manque, alors j'imagine quoi? Je comprends pas bien la question, mais j'imagine peut-être les documents dont je viens de parler. Elle précise aussi. Alors, je vais attendre 2 secondes. Yes. Oui, c'est ça. Donc, c'est un des documents avec l'entretien, etc. Alors, j'ai tendance à vous dire que ça pourrait effectivement ne pas permettre de soutenir le forfait sur la base du régime supplétif, parce que ce que l'on voit dans cet arrêt de la Cour de cassation, c'est quand même que les choses sont appréhendées de manière rigoureuse. C'est-à-dire la Cour de cassation rappelle, parce qu'en fait c'est dans le Code du travail, on l'oublie, je dirais, parce que c'est de bonne pratique, comme je le disais, d'utiliser un accord collectif, mais c'est dans le Code du travail, donc la Cour de cassation rappelle ce dispositif supplétif. Néanmoins, elle valide le raisonnement de la Cour d'appel qui a été assez strict, c'est-à-dire elle a constaté que, en l'occurrence, l'employeur n'avait pas fait les entretiens et ça a suffi pour qu'on constate la nullité de la clause, c'est-à-dire l'impossibilité pour l'employeur de se prévaloir du régime supplétif. Donc oui, j'ai tendance à vous dire, si tout n'est pas parfait par rapport au régime supplétif, le juge, logiquement, de ce qu'on peut comprendre de cet arrêt de la Cour de cassation, devrait considérer que vous ne pouvez pas vous prévaloir valablement du régime supplétif. Je pense qu'il faut effectivement le respecter strictement. Il faut que rien ne manque. Okay. Voilà. Merci Fabrice. Du coup, on va passer à l'arrêt suivant. Coralie, tu as la main. Oui, alors c'est pas un arrêt. Là, en l'occurrence, on va aborder la thématique de la transparence des rémunérations. Et avec l'introduction, bien évidemment, de la directive UE du 10 mai 2023 qui vise à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes par une série de mesures dont le leitmotiv est l'information et la communication de données aux candidats et aux salariés, puisque en pratique, les entreprises devront, lors de l'embauche et pendant toute la relation de travail, apporter à ces personnes un certain nombre d'informations sur la rémunération. Alors, cette directive, elle est téléchargeable, elle rappelle un certain nombre de choses, dont en particulier les consécrations du principe d'égalité par le droit européen. J'en profite d'ailleurs pour souligner que notre Code du travail français renvoie aussi à cette consécration puisque l'article L3221-2 rappelle que le droit français oblige déjà l'employeur à assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes. Alors, la question qui se pose quand on prend connaissance de cette directive, c'est de quelle manière ce droit individuel à l'information devra-t-il se traduire en pratique? Alors, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous faire la lecture des éléments tels qu'ils seront projetés dans leur transposition, puisque la France a 3 ans pour transposer ces mesures, soit d'ici le 7 juin 2026, ce qui laisse pas mal de temps pour imaginer les mesures telles qu'elles seront appliquées, mais il n'en demeure pas moins que cette directive donne des lignes de conduite
auquel on ne pourra pas s'affranchir. Donc, ce droit individuel à l'information, il va intéresser autant la période préalable à l'embauche et celle suivante, c'est-à-dire durant toute la période de relation de travail. Alors, si on s'intéresse à la période préalable à l'embauche, l'article 5 de la directive consacre le droit pour les candidats à un emploi de recevoir du potentiel employeur des informations sur la rémunération ou la fourchette de rémunération et le cas échéant, tel que le dit le texte, les dispositions pertinentes de la convention collective qui sera appliquée par l'employeur en rapport avec le poste. Donc, c'est des informations qui sont, somme toute, assez faciles à communiquer. L'objectif ici est de garantir une négociation éclairée et transparente. Donc, à quel moment communiquer ces informations? C'est avant l'embauche. Et tentons de privilégier ça à l'occasion de la rédaction de l'offre d'emploi ou encore à l'occasion de l'entretien d'embauche, puisque la directive laisse une marge de manœuvre sur la forme que doit prendre cette information. La seule chose où il faut rester vigilant, c'est d'être en capacité de pouvoir prouver que vous, employeur, vous aurez donné toutes les informations au candidat, puisque la charge de la preuve vous incombe pleinement. En ce qui concerne maintenant les informations à communiquer au cours de la relation de travail, donc au cours de l'exécution du contrat, il s'agit d'informations qui sont assez nombreuses quand on reprend les textes. Si vous avez l'occasion de prendre connaissance des articles de la directive, il s'agit ici en priorité des articles 6 et 7. Il sera fait obligation à l'employeur de communiquer sur la fixation des rémunérations et la politique de progression de la rémunération. Dit autrement, les employeurs devront du coup mettre à la disposition des salariés de façon facilement accessible les critères objectifs et non sexistes qui sont utilisés dans l'entreprise pour déterminer la rémunération, ainsi que les niveaux de rémunération et enfin la progression de la rémunération des salariés. Donc, ça fait quand même pas mal de choses à réunir et surtout à rendre accessible. Autre point, c'est l'article 7. Quand il est fait référence encore au droit à l'information renforcée des salariés. Alors, pour le moment, cette information individuelle, elle n'existe pas en droit français, mais il s'agit ici, pour le salarié, de lui octroyer un droit de demander et de recevoir par écrit des informations sur son niveau de rémunération ou de manière plus large sur les niveaux de rémunération moyens. Si les informations reçues sont inexactes ou incomplète, le salarié, c'est ce que précise encore l'article 7, le salarié a le droit de demander personnellement ou par l'intermédiaire des représentants des précisions et détails concernant toute donnée fournie et reçue pour avoir une réponse plus circonstanciée. C'est comme ça que l'article 7 le rédige, donc on verra comment ce sera transposé en France. Mais il ne faut pas perdre de vue effectivement qu'il faut réfléchir à la façon dont en interne vous allez communiquer et à quel moment pour vous faciliter aussi les choses sur le volet pratique et surtout pour vous ménager la preuve de ce que vous aurez bien évidemment transmis toutes les informations en temps utile aux candidats ou aux salariés. Alors, une dernière remarque concernant l'obligation de publication. L'entrée en vigueur sera plus lointaine puisque le texte impose de respecter une publication et la fréquence annuelle ou triennale qui varie selon les effectifs d'entreprise, mais ça a une projection entre 2027 et 2031, on n'y est pas, mais cette obligation de publication sera mise à la charge des entreprises et l'objectif ici, c'est de viser une liste d'indicateurs précis qui concerne l'écart des rémunérations entre les femmes et les hommes, toujours dans la perspective de renforcer l'index égalité. Donc, ça fait beaucoup d'informations, effectivement, à ce stade, sans savoir comment les choses vont être mises en place, mais il faut le savoir et surtout, il faut suivre ces éléments-là, même si il y a 3 ans devant nous avant d'être fixés.
Mais c'était intéressant d'en parler parce qu'on est pas mal sollicité sur le sujet. Donc, je trouvais ça intéressant de partager avec vous ces premières lectures de directives. Voilà pour cette thématique. Alors, merci Coralie. On a une demande comment dire, plus de détails. Donc, ce sera entre 2027 et 2031, c'est ça, sur la base de la taille de l'entreprise. Oui, cette obligation, elle est décalée dans son entrée en vigueur. Alors, par rapport à la variation de l'effectif, on n'a pas de précision. Justement, Alain, c'est une question intéressante. Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'informations. J'ai quand même pas mal épluché toutes nos bases pour avoir des informations, mais j'ai pas plus d'éclairage. Donc, si je le sais, au prochain webinaire, je ne manquerai pas de vous le faire savoir. Ça marche. Et du coup, on a une autre question. Pour la transparence des salaires, les indicateurs fournis lors des NAO, notamment, n'est donc pas suffisant. Et quelle différence avec le bilan annuel individuel? Alors là, il ne faut pas confondre les choses. Là, l'objectif, c'est vraiment de venir renforcer les informations qui sont données pour permettre aux salariés d'avoir cette lisibilité, de pouvoir comparer. Et on fait toujours le lien avec les discriminations liées au salaire. À voir comment ce sera transposé. Mais voilà, gardez bien cette habitude et les usages que vous avez, puisqu'il faut les maintenir, en l'occurrence pour l'instant, jusqu'en 2026, avant de savoir de quelle manière ces mesures seront appliquées et s'il faudra les combiner ou s'il faudra remplacer ou pas. Voilà. Ok, ça marche. Merci Coralie. On passe au sujet suivant. Je vais aborder le sujet suivant. Juste, je compléterai un point par rapport aux questions. Donc, vous avez compris que pour l'instant, on vous informe d'une transposition et donc des règles qui vont arriver plus tard dans le temps. J'aurais tendance à vous dire une chose, ça veut dire que dans les entreprises, il faut avoir à l'esprit que tout ce qui concerne l'égalité de traitement va se renforcer. Ça veut dire que quelques années avant, l'application concrète de règles qu'on n'a pas encore, puisque Coralie vient de vous l'indiquer, qu'on n'a pas encore dans le détail, vous seriez bien inspiré de renforcer vos pratiques en la matière pour limiter les écarts possibles entre les salariés, pas qu'entre les femmes et les hommes d'ailleurs, sous cette notion d'égalité, parce qu'à un moment, derrière ces communications d'informations, il va y avoir des contestations, des discussions sur les inégalités de traitement. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Pour l'arrêt qui s'est affiché du 17 janvier 2024, c'est en fait l'occasion pour nous de vous rappeler des éléments qui sont déjà dans la jurisprudence, mais qui sont rappelés de manière claire et pédagogique, je dirais, par la Cour de cassation à l'occasion de cet arrêt. Et il est bon de les avoir en tête parce que, comme j'évoquais tout à l'heure, un argumentaire possible pour s'en sortir en matière de forfait en jours à défaut de socle conventionnel. Ici, avoir en tête ce que je vais expliquer, ça peut permettre de s'en sortir aussi et de limiter éventuellement des condamnations en la matière de la notion de discrimination syndicale. Alors, je m'explique. Dans cet arrêt, on parle d'un membre suppléant, en l'occurrence, du comité, à l'époque des faits comité d'entreprise, ce serait aujourd'hui le CSE, donc un salarié protégé, qui est licencié pour motif économique, qui attaque cette situation, enfin ce licenciement économique, et dans le cadre de son contentieux, il développe deux types d'arguments, sachant donc que c'est un salarié protégé et qu'il a donc été licencié, même si c'est un licenciement économique, sur autorisation de l'inspecteur du travail. Dans ce contexte, il développe deux arguments et c'est le rappel qu'on souhaitait faire aujourd'hui. Premier argument, il soutient qu'il a subi une discrimination syndicale et il demande donc des dommages et intérêts sur ce sujet proprement de la discrimination syndicale. Et en même temps, il développe un argument en nullité du licenciement en disant du fait que j'ai subi une discrimination syndicale, il y a lieu de considérer mon licenciement comme nul.
Et c'est là le rappel de cet arrêt, parce que c'est déjà dans la jurisprudence, c'est de bien rappeler la distinction qu'il y a à faire entre ces deux sujets par rapport à la notion de séparation des pouvoirs, puisqu'effectivement, lorsque l'administration, en l'occurrence l'inspecteur du travail, donne son autorisation, le principe de séparation des pouvoirs, qui est un principe fondamental d'une démocratie comme la nôtre, fait que les deux ordres de juridiction ne peuvent pas empiéter l'une sur l'autre. Donc, il appartient ici à l'ordre administratif et non pas à l'ordre judiciaire de traiter de la décision de l'inspecteur du travail. Et donc, le juge judiciaire n'a pas à venir se positionner sur la nullité du licenciement à la suite d'une autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail. C'est exactement ce qui nous est dit, où donc la Cour de cassation traite des deux sujets, et elle va le traiter de la manière suivante, en donnant finalement raison à la Cour d'appel d'avoir analysé, et en l'occurrence condamné, analysé le dossier, en l'occurrence condamné l'employeur, en reconnaissant la discrimination syndicale. Et la Cour de cassation, donc, rappelle que le juge judiciaire peut agir ainsi sans violer le principe de séparation des pouvoirs. Par contre, sur le deuxième aspect, la Cour de cassation rappelle que le juge judiciaire viole le principe de séparation des pouvoirs s'il se prononce sur la nullité du licenciement en l'état d'une autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail. Donc si on lit l'arrêt, la Cour nous rappelle bien, par exemple sur le premier sujet de la discrimination, si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste cependant compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment l'existence d'une discrimination syndicale. Donc si on synthétise, le juge judiciaire ne peut pas se prononcer, ça revient au juge administratif, sur le licenciement puisqu'il est fondé sur une autorisation administrative de licenciement. Par contre, le juge judiciaire reste compétent pour apprécier tout ce qui s'est passé avant le licenciement en matière d'exécution du contrat de travail. En l'occurrence, discrimination syndicale, ça pourrait être harcèlement moral, exécution fautive du contrat de travail, tout ce qui peut concerner l'exécution du contrat de travail, malgré l'autorisation de licenciement, le juge judiciaire reste compétent. Donc voilà, c'était l'occasion de rappeler cette dichotomie et ne pas oublier que même en cas d'autorisation de licenciement, le juge judiciaire, le conseil de prud'homme donc en premier lieu, reste compétent pour apprécier tout ce qui concerne l'exécution du contrat de travail, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé avant le licenciement. Il est juste incompétent au titre de la séparation des pouvoirs pour remettre en cause finalement le licenciement et donc l'autorisation de licenciement qui, elle, relève du juge administratif. Donc c'est un axe de défense en cas de judiciaire que de pouvoir développer cette idée d'incompétence du juge et du conseil de prud'homme en matière de licenciement pour prononcer une nullité ou même une absence de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il y a une autorisation de licenciement qui a été donnée par l'administration. Est-ce qu'il y a des questions sur cet arrêt ? Alors non, il n'y a pas de questions. Alors, je cède la parole. Allez, autre sujet, en ce qui concerne cette fois avec un arrêt du 10 janvier 2024 relatif au reclassement du salarié inapte et en particulier sur la question de la reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'1 mois. Alors, le précédent webinaire nous avait donné l'occasion de rappeler, d'élaborer, de revenir sur pas mal de jurisprudence qui avait été rendue tout au long de l'année 2023. Cette décision vient enrichir la thématique puisque, pour le coup, ça permet à la fois de revenir sur le volet de l'obligation de reclassement, le refus du salarié lorsque l'employeur lui fait une proposition qui respecte les prescriptions issues du médecin du travail et le moment de la reprise du salaire lorsque le salarié refuse, comme ici c'est le cas, la proposition de reclassement qui lui est faite. Alors, je souhaitais revenir un tout petit peu sur le sujet, en particulier lorsque le salarié refuse le reclassement qui lui est proposé, parce que en mettant en écho les jurisprudences telles qu'elles sont rappelées de manière constante par la Cour de cassation et le cas d'espèce, on voit qu'il peut y avoir des incohérences parfois
Donc, pour parler très concrètement, en ce qui concerne le refus du salarié, il est constant que lorsque le salarié refuse une proposition de reclassement dans un poste qui entraîne, par exemple, un simple changement des conditions de travail, on estime que ce refus est abusif. Donc, là où je veux en venir, c'est que sur le fond, les juges, quand ils sont amenés à trancher des litiges, bien évidemment qu'ils vont apprécier les motifs de refus du salarié pour décider de la position adoptée selon les espèces. Dans cet arrêt, il s'agissait d'un salarié qui occupait le poste d'agent de sécurité. Il a été déclaré inapte avec une solution, le médecin préconisait effectivement qu'il pouvait être reclassé et qu'il pouvait occuper un poste similaire, mais sur un autre site. Donc, l'employeur, sans tarder, lui a fait part d'une proposition écrite de reclassement dans un emploi d'agent de sécurité, mais donc pour répondre à la prescription médicale, en le plaçant sur un autre site, sauf que le salarié refuse. Et devant la cour d'appel, il se fait littéralement débouter de ses demandes parce que elle estime, la cour d'appel, qu'aucun motif légitime n'a été avancé par le salarié et par conséquent, sa demande consistant à obtenir un rappel de salaire au terme du délai d'un mois ne pouvait pas aboutir. Sauf que en cours de cassation, la position évolue, le salarié obtient gain de cause et ici, la chambre sociale nous indique que peu importe que le salarié ait refusé ce poste de reclassement, peu importe le motif invoqué, il appartient à l'employeur tout bonnement de reprendre les salaires au terme du délai d'un mois. Délai d'un mois, vous le savez, qui court à compter de l'examen médical de reprise. Donc, en somme, c'est vrai qu'il faut être vigilant par rapport au cas d'espèce. Enfin, on verra comment les autres litiges pourront être réglés par la suite. Mais ici, l'apport de l'arrêt est très clair. La circonstance que l'employeur ait pu effectivement et respecter son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un poste qui répond parfaitement aux préconisations médicales, ne le dispense pas de verser au salarié, quand bien même il a refusé cette proposition de reclassement, ne le dispense pas de verser le salaire qui correspond bien évidemment à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail. Donc, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter puisque la Cour de cassation n'a pas véritablement plus écrit que ça. Le message est clair. Il faut reprendre le versement du salaire, bien que effectivement le refus ne soit pas motivé par le salarié. Voilà pour cet arrêt. Eh bien, merci beaucoup Coralie. On n'a pas de questions. Du coup, Fabrice, je te laisse prendre la main. Oui, pour ce dernier arrêt que je présenterai aujourd'hui. Alors attends, je crois qu'il y a une question qui arrive. Alors désolé, je t'ai coupé la parole. Ah ben non. Non. Bon, bah écoute, tu peux continuer. Désolé. Je reprends, mais au besoin, on y revient. Donc, un dernier arrêt qui n'est pas un arrêt de la Cour de cassation, mais un arrêt du Conseil d'État, mais qui est un arrêt qui nous apporte un éclairage qu'on a trouvé particulièrement intéressant concernant les PSE. Et la notion d'UES, d'unité économique et sociale. Alors là aussi, pour remettre en contexte, lorsque est reconnue une unité économique et sociale dans une entreprise, enfin avec plusieurs sociétés dans un groupe, la plupart du temps, ça sera reconnu soit par un accord collectif, soit après une action judiciaire par le juge. Donc lorsqu'un UES est reconnu, la logique veut que l'on organise les élections des institutions représentatives du personnel, donc du CSE, au niveau de cette UES, qu'on va, en droit du travail, considérer de ce point de vue-là comme une seule et même entreprise. Dans cette logique-là, lorsque, malheureusement, il y a des difficultés économiques, on va effectivement avoir tendance à pratiquer la restructuration et à pratiquer des licenciements économiques et notamment donc mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi
dans le cadre de cette même UES qui a été reconnue. Dans cet arrêt du Conseil d'État, le Conseil d'État apporte un apport qui est loin d'être négligeable en pratique, même si évidemment les dossiers sont analysés au cas par cas, concernant la situation de PSE qui avait été fait de manière distincte. Concrètement, un PSE pour une société du groupe, un PSE pour une autre société du groupe, faisant partie de la même UES. Et donc, l'une des questions qui se posait, c'était de savoir si on pouvait fonctionner comme ça. Dans cette affaire, le CSE de l'unité économique et sociale composée de l'ensemble des entreprises avait agi pour faire annuler l'homologation du PSE de l'une de ces deux sociétés, qui avait été fait donc non pas au niveau de l'UES, mais au niveau de l'une des sociétés. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande, la Cour administrative d'appel de Versailles avait accepté, autrement dit annulé l'homologation, et la société, à vrai dire les deux sociétés du groupe concerné, ont agi devant le Conseil d'État pour demander l'arrêt de la Cour administrative d'appel et demander, par un artifice de procédure sur lequel dans lequel je rentre pas là, que le Conseil d'État juge directement cette affaire, ce qu'il fait. Il y a plein d'autres questions qui sont posées au Conseil d'État dans lesquelles je ne m'appesantis pas parce que ça n'est pas le point que je veux soulever aujourd'hui. Mais donc, concernant ce point précis, la position du Conseil d'État est relativement claire. Le Conseil d'État nous dit la chose suivante. L'existence d'une unité économique et sociale à laquelle appartient la société Intel et la société Intel ne faisait pas obstacle en l'espèce à ce que des projets de réorganisation de chacune des sociétés, motivés pour le premier par une cessation anticipée d'activité, pour le second par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, soient conduits de façon concomitante et donnent lieu à l'établissement de documents unilatéraux portant plan de sauvegarde de l'emploi distincts, propres à chaque société. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette phrase. Le Conseil d'État nous dit finalement, on peut faire des PSE distincts, même dans une UES, donc un PSE pour une société, un PSE pour une autre. Ce qu'on peut observer quand même, c'est que il ressort de l'analyse du Conseil d'État qu'on est peut-être dans un cas particulier. Parce que vous aurez noté que le Conseil d'État relève qu'un PSE est donc en fait un motif économique était celui de la cessation d'activité, alors que pour la deuxième société, c'était un autre motif économique qui était la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Il n'y avait pas de cessation totale de l'activité. Alors, je le soulève parce que on peut se poser la question de l'impact de cette situation dans l'analyse du Conseil d'État. Je pense qu'effectivement, ça peut expliquer l'analyse du Conseil d'État, qui finalement, d'une certaine manière, on le comprend filigrane, semble avoir constaté que dans ce dossier, il y avait finalement deux raisons économiques, deux raisonnements économiques, fondés d'ailleurs juridiquement sur des motifs économiques différents, et probablement ça a joué dans l'acceptation de PSE distincts, un pour chacune des sociétés. Alors c'est une lecture, hein, je n'ai pas de certitude dans ce que je vous évoque, c'est une compréhension de la phrase que je viens de vous lire du Conseil d'État. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que donc il n'est pas exclu par principe, il n'est pas interdit par principe qu'on puisse imaginer des PSE distincts même dans une unité économique et sociale, donc distincts par société. Alors, on parle de PSE, même si nous n'étions pas dans un champ d'application de PSE pour des licenciements économiques sans PSE, hein, pour des plus petites réorganisations. On peut donc avoir le même raisonnement en se disant que effectivement, on pourrait imaginer des licenciements économiques par société dans une UES, malgré une UES. Alors, s'il n'y a pas de PSE, il n'y a pas d'homologation, on ne se retrouvera jamais devant le Conseil d'État. Néanmoins, il me semble que cette logique du Conseil d'État pourrait être utilisée aussi, même dans ces cas-là, pour contredire une contestation de motif économique qui viendrait dire votre motif économique n'est pas bien fondé parce que vous n'avez pas raisonné au niveau de l'UES. Le Conseil d'État, à mon avis, introduit l'idée qu'on peut avoir un raisonnement par motif économique dans une UES sans raisonner au niveau de l'UES.
même si évidemment tout ça ne le dit pas expressément, il ne traite que de la question du PSE par société dans une UES. Mais donc c'est quand même un élément important parce que quand on est dans une UES, ça peut avoir une influence non négligeable. C'est évidemment pas la même chose de devoir raisonner au niveau de l'ensemble que de pouvoir saucissonner entre guillemets le raisonnement d'une société à une autre. Est-ce qu'il y a des questions sur cet arrêt du Conseil d'État? Non, il n'y en a pas. Alors je laisse la parole à Coralie pour terminer. Allez. Oui, allez, on va aborder le dernier sujet. Alors cette fois, pour le coup, il s'agit de la chambre criminelle qui nous apporte un éclairage sur les moyens dont disposent les agents de contrôle dans le cadre de leur mission de recherche et de constatation des infractions en matière de travail illégal. Alors, je parle de moyens, là en l'occurrence, il s'agit en particulier du cas de l'audition de salariés. Je vous rappelle, ou je vous en informe, dans le Code du travail, on a un titre qui est réservé, qui est consacré à la mise en œuvre du contrôle du travail illégal. C'est toujours bon d'en prendre connaissance pour pouvoir agir lorsqu'en pratique, surtout quand c'est fait de manière inopinée, on est confronté à un contrôle notamment des agents de l'URSSAF. L'article L 8271-6-1 précisément nous intéresse ici puisqu'il revient sur l'habilitation des agents de contrôle à entendre en quelque lieu que ce soit et avec son consentement. C'est là où siège l'intérêt de cet arrêt. Donc, l'agent de contrôle est habilité à entendre en quelque lieu que ce soit tout employeur ou toute personne rémunérée ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée. C'est long, mais c'est large. Et effectivement, donc, dans cette capacité d'interroger les personnes pour pouvoir rechercher et constater l'infraction de travail illégal, cet article nous renseigne sur les conditions à réunir et en particulier de recueillir le consentement de la personne interrogée. Cet arrêt nous apporte effectivement un éclairage intéressant sur la régularité de l'audition de salariés, puisque la chambre criminelle précise les contours de la régularité de ces auditions, en particulier ici lorsqu'il s'agit d'un contrôle réalisé par les agents de la directe. Elle nous apprend que l'argument consistant à dire que le salarié auditionné n'aurait pas donné au préalable son consentement est limité dans le sens où il ne peut être invoqué que par le salarié. Il s'agit donc d'une nullité stricte, l'employeur ne pouvant pas invoquer cet argument pour obtenir la nullité des procès-verbaux de travail illégal. Donc, la qualité à agir en nullité est réservée aux salariés auditionnés. Sur les faits, c'est intéressant d'y revenir. Ce qu'il s'était passé, c'est que, au terme d'une enquête, les agents de la directe avaient dressé un procès verbal d'infraction qui avait été transmis au procureur de la République. Il s'en est suivi une instruction, une prolongation de la part de la chambre de l'instruction pour obtenir des éléments complémentaires. Et c'est à ce stade, effectivement, que la société avait requis l'annulation du procès verbal d'infraction en se basant sur le fait que les auditions effectuées au cours des opérations de contrôle par la directe avaient été faites donc sans avoir recueilli le consentement des salariés. Ici, la chambre criminelle avait affirmé effectivement que la société n'avait pas qualité à agir et souligne, ce qui est très intéressant dans cet arrêt, c'est que la chambre criminelle apporte un éclairage en disant ce raisonnement découle du fait tout bonnement que l'obligation de recueillir le consentement de la personne avant qu'elle soit auditionnée ne vise qu'à préserver les intérêts directs de celle-ci et non pas de l'employeur. Donc, selon la Cour, seuls les salariés auditionnés sans leur consentement peuvent avoir un intérêt à agir. Malheureusement, pas pour la société. Donc, il faut effectivement, peut-être par précaution, prévenir les salariés sur les droits dont ils disposent et sur cette faculté tout simplement de vérifier si le consentement a été donné ou pas pour pouvoir effectivement agir en conséquence, mais l'entreprise, il n'en demeure pas moins qu'elle sera limitée dans sa défense puisqu'elle ne pourra pas arguer cet argument-là.
voilà, c'était intéressant, je trouvais, de pouvoir changer un petit peu de registre et partir sur une décision rendue par la Chambre criminelle, tout en faisant le bond sur les dispositions légales issues du Code du travail. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Coralie. On n'a pas de questions, il est 14h15, on est vraiment parfait quoi, au niveau timing. Eh ben, merci à tous et puis on se rejoint le mois prochain et puis pour ceux qui veulent, bien entendu, on continue à envoyer la newsletter tous les vendredis à 11h. Tout à fait, et n'hésitez pas, j'ai eu quelques questions à vous rapprocher du cabinet si vous souhaitez qu'on examine plus précisément et qu'on vous conseille vos demandes. Je rappelle l'email dédié quickms@capstan.fr, quickms@capstan.fr. La date en mars, oui. Alors, on me demande la date en mars. Alors, oui. Alors, on va vous envoyer. Alors, attendez, je vais vous la donner tout de suite. La date en mars, si le logiciel veut bien se charger. Alors là, on avait fait un peu tôt dans le mois. Ce sera le 19 mars. Ah ben voilà, merci Fabrice. Je t'en prie. 19 mars. On vous envoie l'invitation dans le replay. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée, à bientôt.